Félix Lebrun entre dans l'histoire du sport français à 18 ans seulement. Le classique vire au cauchemar pour l'Olympique de Marseille. Même soirée maudite pour le Real Madrid qui s'incline lourdement à Santiago Bernabéu face au Barça. Le tennis français est une nouvelle fois titré ce week-end. Le basket en Europe et sur les parquets de la NBA. La Pro D2 et le Top 14 ce week-end avec notamment le récital du Stade Toulousain ou encore la grosse victoire de l'Aviron Bayonnais au Matmut Stadium. La Formule 1 avec le GP de Mexico City et les affrontements entre Norris et Verstappen. Et enfin la MotoGP et la bataille pour le titre final qui continue entre Francesco Bagnaia et le Martinator Jorge Martin. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du week-end dans l'émission Le Big Combo sur le combo sportif générique. Et oui, bonjour à toutes et à tous, nous sommes lundi, fin de week-end, nouvelle semaine. On attaque les mois compliqués, les mois où la nuit se fait tout le temps en fait. C'est tout le temps la nuit en fait. Il fait nuit à 17h30, c'est horrible. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous rapporte un peu de soleil et de joie de vivre dans cette émission à travers mes podcasts et mes vidéos. En tout cas, moi j'ai plutôt la forme, j'ai passé un très bon week-end, je me sens bien reposé, en pleine forme pour attaquer ce nouveau Big Combo tous ensemble. Je suis très content de vous retrouver pour cette émission hebdomadaire. Voilà, on débriefe un peu le week-end sportif et du sport, il y en a eu ce week-end. Il y a quoi parler, il y a sujet, il y a matière comme on dit. Et comment dire, pardon, je sais même pas par où commencer tellement il y a eu beaucoup de choses. Je pense que je vais reprendre mon sommaire, comme ça va me donner un petit peu un fil conducteur pour cette émission. Et du coup, on va commencer par parler de Félix Lebrun. Commençons par parler de Félix Lebrun. Quelle performance exceptionnelle du français Félix, 18 ans seulement, qui nous a fait quelque chose de remarquable. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Le français, il a remporté le premier tournoi WTT Champions pour un Européen. Voilà, ça s'était jamais arrivé avant qu'un Européen, je parle même pas d'un Français, je parle d'un Européen, gagne ce tournoi. Bien évidemment, le ping-pong monopolisé par les Chinois, désolé, j'étais omnibulé, j'ai vu top article avec le Ballon d'Or et Vinicius Junior. Ça, on garde ça pour les actus de demain parce que c'est trop tôt à l'heure actuelle, même s'il y a quelques rumeurs, je peux pas trop en parler, mais on en parlera demain dans les actus du jour. Et oui, je profite, petite pub pour le Little Combo, on se retrouve tous les jours du mardi au vendredi dans un petit podcast de moins de 5 minutes où vous avez toute l'actu détaillée hyper rapidement et on parle de tous les sports. Donc voilà, je vous invite, n'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, du contenu exclusif où je parle aussi un petit peu rapidement des grosses actus, où j'essaye de donner un petit ton dynamique, si je peux me permettre, aux actus qui un peu chaudes, voilà, les actus du moment. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça grandit petit à petit, hein, bien évidemment, il faudra un peu de temps pour que ça ressemble à quelque chose de correct, mais je suis trop content déjà de cette petite communauté qui se forme, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Toujours un kiff de partager les actus sportives avec vous, et surtout j'espère prochainement pouvoir en débattre. Voilà, pour ça il faudrait aussi que j'essaye de lancer mes lives sur YouTube en vidéo, etc. Ça demande un peu de technique, je vous l'avais déjà dit, mais ça arrivera prochainement, on travaille dessus, vous inquiétez pas. Bref, revenons à nos moutons. On était sur Félix Lebrun. Félix Lebrun, exceptionnel, il a fait un parcours sans faute. Il a vraiment surnagé cette semaine à Montpellier, en plus chez lui. Première fois que le ping mondial faisait étape en France, et ils ont bien choisi. Ils ont bien choisi avec l'Arena de Montpellier, là où s'entraînent, là où résident les frères Lebrun, les Craquito Lebrun, médaillé de bronze au JO en double et une autre médaille de bronze en simple pour Félix, le plus jeune des deux frères avec Alexis. Donc la WTT, le tournoi a bien choisi, la Fédé internationale de tennis, je sais pas qui gère ça, mais voilà, c'était un superbe événement, il y avait l'air d'avoir une ambiance de dingue, c'était super, et ça a commencé dès les quarts de finale, ça a commencé avant, mais déjà les points marquants du quart de finale entre les deux frères, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais le point c'est juste stratosphérique. Je pense qu'ils jouent à 15 mètres de la table, les deux pieds par terre, les deux genoux par terre, désolé, mais voilà, le point est tout simplement fou. Et Félix qui a battu pour la première fois en compétition officielle son frère Alexis, son grand frère. Donc voilà, déjà on le sentait en forme le Félix, et en plus il nous sort cette performance quand même
notable, hein, surtout qu'Alexis, la semaine dernière, a remporté les championnats d'Europe en simple, donc voilà, c'était un client quand même, et donc exceptionnel perf, et en demi-finale, il a quand même réussi l'exploit de sortir le numéro 2 mondial 4-7-0, enfin, il l'a juste foudroyé, quoi, si je peux me permettre, il l'a éclaté, voilà, selon les termes, 4-0, au ping-pong, c'est un massacre, hein, il y a pas eu de match, et en finale, il a gagné également 4-1 contre le japonais Tomakasu Harimoto, voilà. Incroyable. Félix Lebrun, franchement. En fait, ce qui est dingue, c'est que ces deux énergumènes, si je peux me permettre, ils ont fait aimer le ping-pong à tellement de gens et ils rendent ce sport divertissant. Et en fait, c'est impressionnant. En fait, déjà de base, il était impressionnant, mais en fait, c'était pas un sport hyper médiatisé. Et les deux là, le rendent médiatisé à fond. Et en fait, c'est incroyable. Il y a une ambiance de dingue. La balle, ça va tellement vite. Enfin, tu te dis, c'est incroyable. Surtout que une personne lambda joue au ping-pong l'été au camping. Voilà, fait 2-3 balles, fait 2-3 tournantes avec les enfants du camping et ça se passe bien. Et voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. Mais là, quand tu vois ce sport, c'est monstrueux, quoi. Donc, non, franchement. Je suis le premier à suivre de plus en plus le ping-pong grâce au frère Lebrun, voilà, je vais pas m'en cacher, mais voilà, il y avait quelques Français aussi qui est un peu reconnus, mais c'était tellement moins fort que ça, et là franchement c'est exceptionnel, ça donne envie de regarder en tout cas, donc voilà, pour commencer les actus, on commence par Félix Lebrun. Je pense qu'il a bien mérité sa première place dans les actus du jour. Deuxième actu du jour, on va passer sur le foot. Je vous propose d'écouter le petit générique. Allez, c'est parti. Tranquille, enfin le plus tard possible. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Et on continue avec le football et la Ligue 1. Parlons du classique. Je suis désolé pour les Marseillais. Voilà. Je suis sincèrement désolé pour eux. Le classique a tourné une nouvelle fois au fiasco pour l'Olympique de Marseille. En vrai, c'était vraiment un classique décevante. Encore une pub qui se lance, c'est génial. Non, un classique très décevant. Enfin, très très décevant. Déjà un premier but très tôt dans le match pour le PSG, et ensuite le carton rouge. Parlons de l'exclusion d'Amin Harit à la 20e minute. Alors exclusion contestée pour certains, enfin même pour la plupart. Alors je vais vous donner mon avis très sincèrement. Alors en fait, je pense que sur l'action, au ralenti, on se dit ça mérite peut-être qu'un jaune, surtout que c'est que la 20e, voilà, c'est peut-être un peu précoce pour sortir un rouge. Mais en soi, pour moi, l'intégrité physique du joueur peut être quand même remise en question avec un pied aussi haut et le crampon. Enfin, on a tous vu la marque des crampons sur le torse de Marquinhos. Alors oui, peut-être qu'il en a joué, mais enfin, je veux dire, prendre des coups de crampon à ce niveau-là, au thorax, ça devient dangereux et c'est quand même, enfin, je veux dire, pour moi, quand on voit ça, c'est rouge tous les jours en fait. Il n'y a pas de débat forcément à avoir. Enfin bref. Passons, dans tous les cas c'était fait, je pense que monsieur l'arbitre enfin en fait pour moi si tu mets jaune ça va juste envenimer le match en plus, et quand on connaît la rivalité entre les deux clubs, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, donc écoutez, oui le rouge ça tue le match, ça c'est sûr et certain, mais est-ce qu'il était déjà pas un petit peu tué avec le 1-0 précoce? Mais en même temps j'ai envie de vous dire, si les Marseillais enfin je veux dire à chaque classique c'est pas qu'ils se font dessus mais pas loin. Et enfin, je veux dire, faut jouer aussi avec sa tête. Alors oui, c'est un match avec de la pression. Les Marseillais étaient attendus chez eux. L'écart n'avait jamais semblé aussi faible entre les deux équipes. Mais au bout d'un moment, bah, ouais, l'aspect mental, l'aspect psychologique, ça joue aussi. Là, je pense que les Marseillais se sont fait totalement déborder par l'événement. Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi proches du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années. Et bah, ils se sont fait déborder, quoi. Clairement, c'est le mot à dire. Débordement total. Voilà, montée des mers, voilà, réchauffement climatique, ils ont pris l'eau, tsunami au Vélodrome. Non mais ouais, plus sérieusement, voilà, ça fait 1-0, carton rouge, et sans parler du deuxième but gag. Oh là là, c'est quand même c'est très dur à ce niveau-là de voir des choses comme ça, surtout dans un classique en haut du classement.
ça fait très mal au cœur. Enfin, en vrai, moi, je suis supporter de ni l'un ni l'autre, mais quand on est Marseillais, franchement, ça me ferait mal au cœur pour eux, surtout pour les supporters. Voilà, de voir ça. Et puis, ensuite, Barcola, le 3-0 avant la mi-temps. Voilà, 8e but déjà, il me semble, pour le Français dans cette saison de Ligue 1. Ah, on a beau dire, Barcola, il a une occasion, il la plante, ses buts. Et là, c'était peut-être un peu trop facile pour lui de la planter, justement. Et à 3-0 au vestiaire, à 10 contre 11, autant vous dire que, voilà, on connaît Ouais, on connaît un petit peu, on connaît la chanson, quoi, à 3-0, surtout contre le PSG, quoi. Enfin, on sait que c'est terminé et voilà. Mais c'est dommage, surtout que des supporters ont quitté le stade avant pendant la mi-temps, quoi. Donc c'est tellement dommage pour le spectacle, pour la Ligue 1, pour le football en général. Je pense qu'ils auraient bien, je veux dire, le foot à ce moment, je pense qu'ils auraient bien besoin de matchs comme ça pour faire de la bonne pub, mais malheureusement, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Aveu de faiblesse, sûrement, de l'Olympique de Marseille. Voilà ce qu'en pensent un peu les critiques. Voilà, performance faible, incapacité à rivaliser avec le PSG malgré la décision contestée de l'arbitre. Voilà. Équipe marseillaise surcotée, tandis que d'autres soulignent la supériorité écrasante des Parisiens. En vrai, moi, quand on voit le classement, je pense pas qu'il y ait une domination si importante du PSG, mais elle est encore suffisante dans les grands moments, dans les gros rendez-vous. Et c'est aussi ça, les grandes équipes, c'est que même quand t'as l'impression que c'est pas trop ça, et dans les grands rendez-vous, ils répondent présent. Et en attendant, le Paris Saint-Germain, même sur Ligue des Champions, c'est un peu compliqué en championnat, c'est 9 matchs, 7 victoires, 2 matchs nuls. Voilà. Un ratio de plus 20, je veux dire, c'est un début de saison vraiment très costaud de la part des hommes de Luis Enrique. En championnat, on a beau dire quelque chose, c'est clinique, quoi. Il n'y a rien à dire. Parlons des autres matchs quand même du week-end, parce que on a quand même eu d'autres rencontres, pardon, je bug un peu et j'essaie de regarder un peu ce qui s'est passé sur tous les terrains. Ça a commencé vendredi soir avec la victoire du Stade Rennais face au Havre. Ça doit faire du bien, ça, à mes Rennais. J'ouvre une page résultats et classement en même temps, voir un peu où ils se situent exactement pour pas vous dire des bêtises. Voilà, mes Rennais qui se replacent à la 11e place, voilà, à 6 points du podium. Écoutez, je pense que cette victoire pour Rennes, elle fait du bien. Après 2 matchs nuls et 2 défaites, je pense que les 3 points ils font du bien à tout le monde du côté du Roison Park. Ensuite, samedi, on a commencé avec une affiche de bas de tableau entre le SCO d'Angers et Saint-Etienne, voilà, qui a tourné à l'avantage des locaux, 4-2 pour Angers, qui plonge un peu plus Saint-Etienne dans les fins fonds du classement, et Angers qui se donne un petit peu d'air. Voilà, c'est pour le maintien, il y a une grosse lutte entre Montpellier, Le Havre, Saint-Etienne, Angers. Toulouse aussi, qui a gagné et qui se donne un petit peu d'air, tout comme Auxerre qui est venu chercher un beau match nul au Groupama Stadium de Lyon. Petit coup d'arrêt pour les Lyonnais après la défaite en Europa League jeudi soir face au Beşiktaş. Voilà, nouveau coup d'arrêt pour les hommes de Pierre Sage qui font match nul contre Auxerre. Voilà, c'est un peu une contre-performance, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté aussi, on n'a pas parlé de Lille qui carbure, on peut le dire. Lille qui carbure après avoir battu le Real Madrid, l'Atlético Madrid la semaine dernière. Et ils vont encore prendre 3 points du côté de Lens. Belle performance des Lillois, franchement. Chapeau à eux, et ils sont sur une série assez impressionnante. Enfin, c'est pas si impressionnant que ça, mais ils sont quand même en très bonne forme avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 dernières rencontres. 17 points, 3e au classement, à 3 points de la 2e place et à 6 points du leader, le PSG. Dans les autres matchs aussi également, Nice qui s'est donné un petit peu d'air après une période compliquée avec une victoire 2-1 sur Monaco, petit coup d'arrêt aussi pour les Monégasques. Strasbourg qui l'emportait à domicile 3-1 face à Nantes, et Toulouse qui va l'emporter à Montpellier malgré le changement d'entraîneur, 3-0 pour les Toulousains, pour les Violets. Ça fait du bien à Toulouse, et Montpellier qui sombre clairement dans ce classement de la Ligue 1 avec seulement 4 petits points en 9 rencontres. C'est très compliqué pour les hommes de Jean-Louis Gasset qui a officié pour son premier match cette saison pour Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres championnats ? On va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans les autres championnats. Allons en Angleterre. En Angleterre, on a eu un très beau duel entre Arsenal et Liverpool.
entre Arsenal et Liverpool, oui, c'est très juste. Et il me semble qu'il y a eu 2 partout. Si je vous dis pas de bêtises, c'est très juste. Voilà, 2 partout entre 2 favoris au titre. En une rencontre très animée avec de très beaux buts, notamment un but de chaque capitaine de 2 équipes, avec Saka pour Arsenal et Van Dijk, je le dis trop mal à chaque fois, Virgil Van Dijk, ouais, je suis désolé. En tout cas, ça a fait 2-2 entre les 2 équipes. À noter ici également l'info en première ligue, c'est le licenciement de l'entraîneur de Manchester United. Coup de savate comme on dit pour l'entraîneur de Manchester United, Ten Hag. Après de nombreuses contre-performances, ça peut se comprendre, ça faisait un petit moment que ça courait, et ça est fait après une nouvelle défaite des Red Devils du côté de West Ham, défaite de 1 pour eux. Chelsea continue à bien marcher en ce moment avec une belle victoire 2-1 à domicile. Manchester City aussi qui continue, qui ne s'arrête plus. Victoire 1-0 pour les hommes de Pep Guardiola, qui sont maintenant seuls en tête de la première ligue, juste devant Liverpool, et suivi par Arsenal et Aston Villa. Chelsea qui se replace en rodage à la 5e place, suivi par Brighton qui réalise une bonne saison de confirmation, on va dire, après un exercice surprenant l'année dernière. Voilà, Brighton qui a quand même concédé un match nul 2-2 à Wolverhampton, qui est derrière en grande difficulté. Wolverhampton, grande difficulté. Avant-dernier, c'était seulement le 2e point pris par Wolverhampton sur 9 rencontres. C'est vraiment pas très épais. Parlons à présent du classico, le vrai classico, non pas le classique, le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Et on peut dire que c'était une claque, une sacrée claque. Le Barça qui l'a emporté 4-0. Voilà la pub, merci, je ne te permets pas d'apparaître en plein podcast, ça ne va pas ou quoi là. Non, en vrai, waouh, 4-0 et c'était au Santiago Bernabéu. Quel match, surtout de notre ami Robert Lewandowski. Oh là là, le Polonais en ce moment il est vraiment en pleine forme, en pleine efficacité, et il nous a encore mis un doublé samedi soir. D'ailleurs, un classico le samedi soir, avant c'était dimanche, ça a changé un petit peu. Non mais incroyable, doublé de Lewandowski, un but de Lamine Yamal, le craquito espagnol, et je sais plus qui a marqué le dernier but, Rafinha si je dis pas de bêtises, le capitaine. Voilà, dans un match surtout marqué aussi également par Kylian Mbappé, et c'est hors-jeu incessant, et son manque d'efficacité devant la cage, ça commence à devenir compliqué pour le Français, qui subit des critiques forcément de la part des supporters du Real, et ça se comprend quand on connaît les supporters du Real qui ont tout gagné. Et Mbappé, pour l'instant, on peut dire que ce qu'il veut, mais il n'est pas au niveau de la Maison Blanche. Voilà. Je n'ai rien contre Kylian Mbappé, mais il manque quelque chose. Enfin, je veux dire, les joueurs phares de cette équipe, déjà, c'est Vinicius Junior. C'est lui qui porte l'équipe. Bellingham, il est hyper en retrait. C'est assez surprenant, mais pour l'instant, Mbappé, c'est compliqué. Et puis 4-0 à domicile dans le Classico. Je peux vous dire que ça devait un peu tirer la tête le dimanche matin au réveil pour les joueurs de Carlos Ancelotti. On a fait le tour un peu de ce qui s'est passé sur la planète football, je pense. Je peux parler de l'Italie, je peux parler de l'Allemagne, mais j'ai vu que le Bayern avait gagné, que l'Inter avait gagné, il me semble. Un petit tour des stades et de l'Europe. Mais il n'y a pas d'actu qui nécessite non plus qu'on s'arrête 30 000 ans là-dessus. Et je vous propose de continuer avec mon fil conducteur que je vous ai annoncé en début du podcast, avec le tennis. Et est-ce que j'aurais travaillé sur le générique du tennis ? Possible. Allez, on va dire que j'ai travaillé dessus, je vous le mets maintenant. Et le tennis français qui se porte de mieux en mieux, ma foi, avec un nouveau titre pour le tennis français, avec, alors attention, j'ai trop du mal à dire son nom également, Mathis, attention je m'accroche, attention la pub qui vient me déranger dans ma concentration, Mathis Pecchi-Péricard, j'ai trop du mal, je suis désolé pour lui. En plus je dis Mathis alors que c'est Giovanni, mais j'ai trop, oh là là, mais c'est catastrophique. Bon, on est lundi soir, je vous dis que j'étais reposé, et dis donc c'est sacré repos en tout cas. Désolé Giovanni et Pecchi-Péricard, j'ai jamais y arrivé. Quelle semaine
quelle semaine du Français qui était un petit peu en galère depuis sa belle performance à Wimbledon, voilà, cet été, un petit peu en galère pour le Français qui restait sur un peu des contre-performances à répétition. Et bah là, cette semaine à Bâle, à l'ATP 500 de Bâle, et bah il a été monstrueux tout simplement. Enfin, je veux dire, ce joueur a quand même un sacré, comment dire. Il a un sacré potentiel, voilà, je cherchais le mot, sacré potentiel, un monstrueux au service, et franchement dans le jeu, même s'il est grand, il est un peu lent à se déplacer, enfin il est pas si lent que ça justement pour un joueur de sa taille et de son envergure, et franchement, bah, cette semaine il a fait les choses bien, de A à Z, et il a fini par l'emporter, voilà, il l'a emporté après un gros match, notamment en quart de finale contre Chapovalov, victoire 6-7, 6-3, 7-6, 3-7, 7-6 au troisième. Voilà, une grosse victoire pour lui. Et il a fini par battre Ben Shelton, aussi un gros joueur à potentiel américain, un peu plus connu. Mais ouais, ça fait plaisir en fait. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour le tennis français déjà parce qu'on enchaîne les titres. Arthur Fils en ce moment qui est en très bonne forme, Hugo Humbert qui est vraiment pas mal, qui gagne des titres aussi, et voilà, un nouveau français qui se place dans le top presque 30, il est 31e mondial ce lundi, donc franchement ça fait trop plaisir, et pour les détracteurs du tennis français, bah, ça leur fait fermer un peu leur clapet, et ça arrive d'avoir des phases compliquées, surtout quand on a connu une génération comme Tsonga, Gasquet, que des joueurs comme ça, même Manarino, bon, s'il n'a pas été aussi flamboyant que les deux premiers, mais c'est quand même des gros joueurs. Mon fils qui arrive sur la fin, mais voilà, je veux dire, il y a quand même un héritage quoi à assumer derrière, et ben j'espère qu'ils vont réussir à l'assumer sur les gros tournois, comme je l'ai déjà dit dans certains réels ou certaines émissions. Maintenant, c'est des petits tournois, faudra confirmer sur les gros, mais c'est quand même hyper encourageant pour des jeunes joueurs comme ça de continuer de commencer à gagner des tournois et de se placer au classement de l'ATP, et donc ça veut dire beaucoup en fait. Ça veut dire beaucoup. Donc voilà. Une belle victoire pour le tennis français, et on peut aussi un petit peu parler, j'en ai pas parlé, mais de cette semaine avec le Masters 1000 de Paris-Bercy. Voilà. Gros tournoi dans le tennis français, Masters 1000, qui arrive en fin de saison comme tous les ans, mais voilà, c'est un joli tournoi qui aura lieu encore à Bercy, et on a nos Français qui entrent en piste. Je peux vous donner déjà peut-être 2-3 résultats. J'ai vu que Hugo Humbert s'était imposé un peu au courage face à l'américain Nakashima. Voilà, Hugo Humbert, j'ai vu qu'il a déclaré c'est la plus belle ambiance de l'année, donc voilà, ça fait plaisir pour les Français qui viennent jouer à la maison, de se faire plaisir et de kiffer un peu, parce que c'est aussi un peu le but, qu'on soit derrière eux, qu'on les supporte et qu'on les porte, tout simplement. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. Le basketball et première semaine de NBA. Allez, parlons de NBA. J'avais envie je sais pas trop par quoi commencer, mais on va parler d'NBA. Franchement, je suis trop content. J'aime trop le basket, j'aime trop la NBA. C'est trop bien. Non, plus sérieusement, ça fait plaisir de revoir du basket américain, et ça fait plaisir parce qu'on a des Français aussi, encore une fois, qui sont sur les parquets et qui ont aussi beaucoup de potentiel. Donc on avait hâte que ça reprenne, et ça a repris sur les chapeaux de roue. J'ai joué à peu près 3 rencontres, il me semble, disputées par équipe environ, et déjà quelques petites états de forme qui se dégagent avec voilà, Oklahoma City ou encore les Lakers qui s'annoncent comme des gros prétendants à l'Ouest. Voilà, des grosses victoires pour Oklahoma City avec notre Français Ousmane Dieng, voilà, petit Français qui est sa 3e année du côté du Thunder et qui gagne en temps de jeu, et franchement ça fait plaisir pour lui de continuer, enfin qu'il a toujours progressé d'année en année, beaucoup en G-League, mais voilà, il commence à grappiller du temps de jeu et des performances assez honorables avec le Thunder. Et du côté de l'Est, on retrouve un peu les contenders aussi qu'on avait annoncé en début de saison avec les Cleveland Cavaliers ou encore les Boston Celtics. Le Magic qui s'annonce plutôt costaud, emmené par Paolo Banchero.
Les Hawks, en parlant des Hawks, voilà, les Hawks avec notre ami Zachary Rizaché, qui ont bien commencé leur saison, 2 victoires, 1 défaite pour les joueurs d'Atlanta, et notre Français qui a vécu sa première titularisation aussi, Rizaché, cette nuit, et qui a bien commencé, qui commence bien, ça fait plaisir. On a celui du Pacom Dadiet, du côté des Knicks, qui a joué un petit peu, qui a marqué son premier panier. Alors par contre, gros flou total aux Hornets à Charlotte avec Tidjane Salin. On l'a pas vu, c'est totalement loufoque. Je ne comprends pas. Je pense que personne comprend. Alors on espère que c'est une petite blessure qui l'a tenu éloigné des parquets, mais après une grosse pré-saison très prometteuse, il n'a encore pas joué avec les Hornets qui ont eux déjà joué 3 matchs. Assez incompréhensible pour un numéro 6 de draft, ne pas jouer. Écoutez, je comprends pas. Voilà. Soyons clairs, je ne comprends pas. Et je suis déçu pour lui, en plus. Franchement, je suis déçu pour lui parce que, ça se voit, il a faim, il a la dalle, il a envie de jouer, il a envie de prouver et on lui donne pas sa chance, quoi. C'est frustrant. Alors, j'espère que c'est une petite blessure qui l'empêche de jouer. Voilà. Je prie très fortement. Et pour que ça aille mieux aussi très vite. Voilà. Yabusele avec les Philadelphia Sixers. Le retour de Gershon Yabusele en NBA, ça aussi, ça fait plaisir, ça donne le sourire. Un joueur qui s'est toujours battu et qui n'a rien lâché, qui a cravaché, pardon. Et voilà, les Sixers qui commencent un petit peu mal la saison, mais sans Paul George, sans Joel Embiid, mais avec un grand Tyrese Maxey. Voilà, donc on espère qu'il va continuer à avoir du temps de jeu et à pouvoir aussi se montrer et claquer des petites perfs sympathiques. Voilà. Et on va finir avec les Washington Wizards. Alors ça va être une saison galère pour eux, mais j'ai une pensée pour nos 2 Français. En les personnes de Bilal Coulibaly et d'Alexandre Sarr, voilà, qui sont starters pour l'instant, qui commencent les matchs titulaires. Ça fait trop plaisir. Bilal Coulibaly qui a déjà battu son record en carrière de l'année dernière avec 23 points. Voilà, donc ça va être galère pour eux cette saison, mais ça fait plaisir de les voir jouer ensemble. 2 Français titulaires dans une franchise NBA, comme je l'ai déjà dit aussi cette semaine. C'est quand même incroyable. Et ça fait sacrément plaisir. Voilà. Parlons de Betclic Elite, du championnat français, parce qu'il y a eu du championnat français. Attendez, je mes petites pages en même temps pour pas vous dire des bêtises, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson maintenant. Et on a eu des rencontres assez sympathiques ce week-end. On commence par vendredi soir. Ça a commencé avec la grosse victoire de Strasbourg à domicile face à Limoges. Et la petite info qu'on peut glisser, c'est Nicolas Lang qui a égalisé Eric Mikou pour le plus grand nombre de shoots à 3 points réussis dans le championnat français, voilà, qui devrait bientôt le dépasser, ce n'est à la prochaine journée. Voilà, bravo Nicolas Lang, d'ailleurs qui a un podcast, qui a lancé son podcast, donc voilà, big up à Nicolas Lang, et d'ailleurs ces podcasts sont vraiment cool, donc je vous invite à aller les écouter, et bravo à lui, qui continue comme ça, qui continue à charbonner sur les terrains et à aller chercher le plus gros record possible, donc voilà. Dans les autres rencontres, les résultats à noter, notamment La Rochelle qui allait s'imposer à la JDA Dijon, pourtant en forme en ce moment Dijon. Et La Rochelle qui allait chercher son premier victoire de la saison au Palais des Sports de Dijon, très belle performance des Rochelais. Voilà, ça fait du bien je pense pour eux, et première victoire de leur histoire d'ailleurs en Betclic Elite, donc bravo à eux. Dans les autres rencontres aussi, la grosse victoire de Cholet Basket à domicile face à Paris Basketball, voilà. Paris qui coince un peu en ce moment, qui a peut-être du mal un peu enchaîné avec l'Euroleague, mais Cholet par contre qu'ils ne calent pas malgré une Coupe d'Europe, ils sont bien présents et ils sont en tête du championnat avec l'Asvel, il me semble, si je dis pas de bêtises. L'Asvel est peut-être Saint-Quentin, non, alors je dis une bêtise, alors ils sont juste derrière l'Asvel, voilà. L'Asvel premier et Cholet deuxième, et suivi par la Gielbourg qui s'est également imposé à Gravelines Dunkerque, qui réussissait un gros début de saison, mais les hommes de Frédéric Foutoux, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, ont remis la marche en avant après 2 défaites consécutives et ont emporté du côté de Gravelines Dunkerque. Écoutez, on a fait à peu près le tour du basket français, si je dis pas de bêtises. Je vais pas regarder s'il y avait du basket féminin. À chaque fois, c'est ma petite erreur. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas joué ce week-end. Non, voilà, c'est pour ça que ça me parlait pas. Voilà, il n'y a pas eu de basket féminin ce week-end, donc un peu de repos. Je pense qu'il y a de la Coupe d'Europe en semaine, mais on en parle tous les jours dans le Little Combo. Vous connaissez la chanson. Voilà, est-ce qu'on a quelques petites infos en plus? Je regarde un petit peu les actus en même temps que vous.
Evan Fournier qui a joué contre le Panathinaikos avec l'Olympiakos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le français Mathias Le Sort qui l'a emporté, le Panathinaikos. Et je vais dire un petit peu ses stats. Attention, 15 points. 15 points, 6 passes décisives pour Evan Fournier. Ouais, une belle rencontre. Franchement, une belle rencontre pour le français qui commence à s'habituer un petit peu au basket européen, à revenir au basket européen. Donc j'espère qu'il va continuer à pouvoir performer, parce qu'il c'est un peu compliqué son début de saison, mais voilà. On a confiance en Evan Fournier, on connaît sa force de caractère et son professionnalisme, qui devrait sûrement l'emmener vers de nouveaux sommets européens. On parle rugby à présent. Le rugby avec un gros week-end de rugby, avec de la Pro D2, du Top 14, la liste de Fabien Galtier la semaine dernière. Voilà, il y a des infos en rugby en ce moment. Et on va commencer par la Pro D2. La Pro D2 et Montauban. Incroyable. Montauban qui est leader du championnat, qui ont failli se faire sortir, qui ont failli redescendre l'année dernière, ça s'est joué à pas grand chose. Et là ils sont leaders du championnat après une belle victoire à domicile 30-25 face à Grenoble, un autre concurrent pour la montée. Voilà, très grosse victoire de Montauban. Dans les autres rencontres, on peut notamment noter la belle victoire d'Aurillac à Mont-de-Marsan, tout comme Valence Roman qui va s'imposer à Nice dans les duels de mal classés. Nevers aussi qui s'impose à la maison face à Provence Rugby. Brive qui l'emporte d'une courte tête face à Dax. Et Oyonnax aussi qui s'impose d'un petit rien face à Béziers. Et Agen aussi qui s'impose face à Colomiers. On a fait un peu le tour des résultats. Pour le classement, pas trop de changements devant. Montauban, Brive, Biarritz, Soyaux, Angoulême. Soyaux, Angoulême aussi qui fait un gros début de saison. Grenoble, Aix-en-Provence. Et pour les mal classés, Valence Roman qui va chercher cette victoire à l'extérieur, qui leur fait beaucoup de bien. Voilà. Il reste dernier avec 11 points, suivi par Aurillac aussi qui allait gagner à l'extérieur. 13 points, Nice 14 points, Nevers 14 points également. Oyonnax 17 points. Tout contre Mont-de-Marsan et Dax. Voilà, c'est très serré cette Pro D2. C'est un championnat assez fou comme chaque année. Et on prend un plaisir assez dingue à le suivre. Il y a eu du top 14 aussi ce week-end. Il y a eu du top 14 avec des belles rencontres comme d'habitude dans le top 14, comme je l'ai dit toutes les semaines. Et notamment, qu'est-ce qu'on peut parler, de quoi on peut parler? La victoire exceptionnelle de Bayonne au Loup. Le Loup qui était quand même en bonne forme en ce début de saison. Mais les Bayonnais, ils ont réalisé un match exceptionnel et ils se sont imposés 38-49 au Matmut Stadium. Première victoire à l'extérieur pour l'Aviron qui se classe 3e dans ce classement de top 14. Voilà, l'Aviron qui réalisait vraiment un match parfait avec notamment un essai de 100 mètres magnifique et une remontée du terrain folle, conclue par une belle passe au pied de Camille Lopez pour l'ailier de Bayonne qui avait juste à aller aplatir tranquillement. Donc voilà. Dans les autres rencontres, Montpellier aussi qui réalise une belle victoire 16-0 face à La Rochelle. Voilà, 0 points encaissés face au double champion d'Europe. Ça va faire du bien du côté du MHR. Le Racing aussi s'est imposé à la maison et enchaîne face à Perpignan. Et Vannes aussi, très belle victoire de Vannes à domicile face à Castres. Voilà, Vannes qui commence à recoller, qui a grappillé un petit peu quelques petits points et qui s'approche de la zone non relégable. Voilà, ça va être serré de toute façon comme tous les ans aussi en top 14 pour la relégation. L'UBB qui s'impose à domicile 19-6 face à Pau. Et le Stade Français aussi qui s'impose 36-6 face à Clermont. Voilà, belle victoire du Stade Français qui se donne de l'air également. Et on a fini avec un nouveau récital du Stade Toulousain. Un triplé d'Ange Capuzzo, un doublé pour Anthony Gelon, un doublé pour Malia, une victoire 57-5 du Stade Toulousain face à Toulon au Stadium de Toulouse. Nouveau récital des hommes du Gombola. On se demande qu'est-ce qui peut les arrêter, parce que clairement ils sont juste monstrueux et ils ne s'arrêtent jamais. Voilà. Je viens de voir une info également. Du coup, Romain Ntamak ne participera pas du tout à la tournée de novembre avec le 15 de France. Voilà. On prend aucun risque avec le demi d'ouverture du Stade Toulousain, qui sera donc préservé.
Mais en soi, je pense que c'est pas mal aussi pour la concurrence, un peu de pouvoir se montrer en l'absence un peu. Pour moi, c'est le patron numéro 10 pour l'équipe de France. Quand il est là, c'est lui le patron. Donc à voir si d'autres prennent la place, comme je pense notamment à Mathieu Jalibert. Après, Mathieu Jalibert, il a fait une belle Coupe du Monde quand même, faut pas non plus le dénigrer. Mais voilà, ça laisse un peu place à la concurrence, c'est pas trop mal. Et Ntamak, faut me le préserver, surtout pour des matchs test. Voilà, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est Antoine Dupont d'ailleurs qui portera le brassard de capitaine pour ces 3 matchs face, je vous le rappelle, au Japon, à la Nouvelle-Zélande et à l'Argentine. Voilà. Le rugby, on a fait le tour, si je ne dis pas de bêtises. Et on va parler de Formule 1, on va venir avec les sports auto. La Formule 1, il y a eu un gros duel, une nouvelle fois, entre Norris et Verstappen à Mexico City. Voilà, Mexico, le Grand Prix à domicile pour Sergio Pérez, le deuxième pilote Red Bull. Et ça s'est fini sur une belle victoire une nouvelle fois pour Ferrari. Et oui, Ferrari qui continue à progresser, qui continue à grappiller des points en constructeur. Franchement, ça annonce une nouvelle fois une fin de saison plus que serrée. Et voilà, la Sainz qui s'impose après un week-end de patron pour Sainz. Et Norris qui finit deuxième, qui a dépassé Charles Leclerc, qui a failli finir dans le mur après une sortie sur il a perdu l'arrière dans le dernier virage. Il a failli, je sais pas comment il a récupéré la voiture, voilà, ce gros sauvetage, mais Norris en a profité pour finir deuxième. Charles Leclerc troisième, du coup, qui complète le podium, 1 et 3 pour Ferrari, franchement, belle opération pour l'écurie italienne. McLaren, Norris deuxième, je sais pas combien a fini, j'ai perdu son nom, Piastri, voilà, Oscar Piastri, je sais pas combien il a fini au classement à la fin. Mais voilà, un Grand Prix notamment marqué par l'accident au début du Grand Prix entre Tsunoda et Alex Albon. Voilà, il y a eu un petit peu carambolage. Ça a malheureusement souri à aucun des deux. Mais voilà, une belle victoire pour Carlos Sainz qui relance le classement des pilotes et également le classement constructeur. Norris se rapproche un petit peu de Verstappen qui quand même garde une avance assez confortable. Et au constructeur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que Ferrari est passé devant Red Bull. Je sais pas si c'était déjà devant, mais il y a plus que 30 points aussi entre Ferrari et McLaren. Ça s'annonce plus que serré pour cette fin de saison. C'est franchement, on se régale en Formule 1 en ce moment, c'est hyper plaisant. Et du côté de nos Frenchies, j'ai même pas les résultats pour les Frenchies. Il me semble que Gasly a fait une belle course. Si je dis pas de bêtises, ça fait vraiment du bien. Pierre Gasly, 8e temps lors des qualifs. Il est parti 8e. Ah, je sais pas le résultat. Donnez-moi le résultat. Le film de la course, peut-être que je vais le trouver là. La course, voir le détail. Oh là là, pourquoi je trouve pas? C'est dingue. Ah, classement de la course, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, oui, le gros duel, j'en parlais, entre Norris et Verstappen qui a été à juste titre, selon moi, pénalisé à deux reprises, 10 secondes de pénalité pour le néerlandais. Après, franchement, 2 passes d'armes plus que limite avec Norris. Bon, déjà au dernier Grand Prix, c'était très très limite. Bon, là, c'était la fois de trop, clairement. Voilà, qui a 10 secondes de pénalité pour Max Verstappen, qui a donc fini 6e derrière du coup les deux Mercedes pilotés par Hamilton 4e et Russell 5e. Dans la suite du classement, belle 7e place pour Haas et Kevin Magnussen, 8e pour Piastri, voilà, McLaren 8e, et le petit point pour Pierre Gasly qui finit 10e. Voilà, ça fait plaisir, 13e à Esteban Ocon. Un petit point pour notre ami Gasly, ça doit le faire du bien à toute une écurie. Et franchement, ça fait plaisir pour Alpine et pour les Français. Voilà, en espérant que Esteban Ocon aussi puisse inscrire les premiers points de sa saison très prochainement. Voilà, on croise les doigts pour lui. Et je vous propose de finir tout de suite ces actus du week-end avec la MotoGP. Je pense qu'après on aura fait le tour de tout ce qui s'est passé sur la planète sport ce week-end. La MotoGP avec une victoire assez solide de Francesco Bagnaia qui s'est imposé, alors je sais plus où c'est, en Thaïlande. Oui, je crois que c'était en Thaïlande. Voilà. En Thaïlande, pourquoi on me met pas les infos pour la MotoGP? Pourquoi on me met pas ça? Que se passe-t-il? Ah, parce que je suis sur Formule 1, c'est peut-être pour ça. Tout s'explique. Alors attendez, hop, je prends ma petite page parce que j'aime pas vous dire des bêtises. Donc je prends ma petite page pour retourner
bien sur la MotoGP. Hop, 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 hop. Voilà, Bagnaia vainqueur, comme je vous le disais. En Thaïlande, c'était très, très, très juste. Et du coup, Bagnaia qui finit donc premier après avoir résisté aux nombreuses attaques de Marc Marquez. Voilà, il y a eu encore un bout de duel, mais Marc Marquez, il a un peu trop poussé la machine, il a perdu l'avant dans un virage et il est tombé malheureusement. Et du coup, Bagnaia l'a emporté devant le Martinator, Jorge Martin, qui finit deuxième et qui n'a plus beaucoup d'avance en tête du championnat, que 17 points. Ouais, ça va être fou cette fin de saison en MotoGP. Voilà, c'est complètement dingue. C'était un Grand Prix sous la pluie, c'était assez fou, c'était assez dingue à suivre, des déplacements un peu sacrément osés. Comme j'ai envie de penser là tout de suite à celui qui a touché Fabio Quartararo. Ah, j'ai perdu son nom. Franco Morbidelli, voilà, merci Internet. Voilà, Quartararo, je suis trop dégoûté, il était 4ème au début de la course et Morbidelli a voulu tenter un dépassement par l'intérieur totalement impossible. Et ça a fait tomber Fabio Quartararo, pardon, le français. Et c'est trop dommage parce que tellement galère cette saison, ça fait 2 saisons que c'est la galère pour Yamaha et pour lui. Et là, franchement, il se battait pour aller chercher un podium potentiellement. Et il s'est fait toucher, il a quand même fini la course et il a fini 16ème, il me semble. Il est reparti, mais trop dommage, franchement. Et en plus, il a eu qu'un long lap qu'il a expédié en plus. Enfin, franchement, après, il est tombé. Voilà, le karma l'a rattrapé, il est tombé derrière, mais. Non, bien sûr, je rigole. Je souhaite bien sûr aucun mal à Franco Morbidelli. Les erreurs de pilotage, ça arrive même au meilleur. La preuve. Voilà, donc occasion gâchée, dommage pour Fabio Quartararo, mais bon, c'est comme ça arrive, c'est le sport automobile, c'est la MotoGP, il y a des chutes, on le sait. Il y a des faits de course, on le sait également. Et malheureusement, là, cette fois, c'est tombé du mauvais côté. Voilà, donc une fin de saison qui s'annonce totalement folle en MotoGP. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la planète sport. Ça fait bien 40 minutes que je parle. Je viens de voir mon compteur, j'avais pas vu. Bref, on a parlé de ping-pong, on a parlé de tennis, on a parlé de basket, on a parlé de rugby, on a parlé de football, on a parlé de Formule 1, de MotoGP. Je pense que là, on a fait le tour. Écoutez, les infos chaudes, je vous les garde pour demain, notamment avec le Ballon d'Or qui devrait se décider prochainement. J'ai pas eu trop de dernières infos. Non, voilà, il n'y a pas eu d'infos spéciales en plus. Écoutez, le Ballon d'Or, hop, la pub qui se lance sur la conclusion, nickel. Donc normalement, ça serait apparemment Rodri qui aurait été titré. Mais on en reparlera dès demain dans les actus du jour. Rendez-vous demain pour les petites actus. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout des actus, franchement, bravo à vous, ça me fait très plaisir. Vous êtes les champions du jour. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de suivre le combo sportif. On grossit petit à petit. On devient de plus en plus nombreux à écouter. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude sur toutes les plateformes, à mettre des petites notes. Je fais tout tomber. À mettre des petites notes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, etc. pour donner un peu de la force et de la visibilité. Abonnez-vous sur YouTube. Mettez des petits pouces bleus. Mettez la petite cloche pour rien louper. D'ici là, moi, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. En plus, il y a un petit jour férié vendredi, semaine de 4 jours. Voilà. Reposez-vous bien. Bon courage à ceux qui travaillent aussi également. J'espère que mes podcasts vous donnent un petit peu de baume au cœur sur les trajets. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très belle semaine à toutes et à tous. C'était Hugo pour le combo sportif. Ciao tout le monde!